La sirène du cargo San Lorenzo retentit dans le port de Naples. Les quais sont grouillants de monde en cette matinée de septembre 1954. Antonio Di Stefano serre nerveusement la poignée de sa valise. Il ne regrette pas sa décision. Comment vivre à Naples quand on est simple maçon et qu'on gagne quelques centaines de lire par jour? Alors il part, pour l'Australie. De l'Australie, Antonio Di Stefano ne sait strictement rien, sauf qu'on y gagne en un mois le salaire annuel d'un maçon napolitain. Là-bas, il va travailler dur, il enverra des mandats à Naples, et quand il aura assez d'argent de côté, il reviendra et ouvrira un petit commerce. Antonio Di Stefano monte sur la passerelle du San Lorenzo, et il se retourne une dernière fois. Carmelia est là avec les enfants. À côté, ses deux sœurs, Assunta et Grazia. Antonio Di Stefano lance à sa femme « À bientôt, Carmelia. Ne t'inquiète pas, Assunta et Grazia prendront soin de toi. » Les amarres sont larguées et le cargo s'éloigne. Antonio voit pour la dernière fois avant longtemps ce qui constitue toute sa famille, sa femme, ses 5 enfants et ses 2 sœurs. Antonio Di Stefano n'a jamais été psychologue, sinon il n'aurait jamais abandonné Carmelia à ses belles-sœurs. Il n'est pas très observateur non plus, sinon il serait frappé par leur aspect en ce moment. De loin, serrées l'une contre l'autre, un peu en retrait de sa femme, elles ressemblent à 2 oiseaux de proie. Le cargo San Lorenzo n'a pas encore quitté le port qu'Assunta, la plus âgée des belles-sœurs, émet un petit ricanement. Carmelia, surprise, se retourne. Assunta la dévisage avec un air de commisération. « Ma pauvre fille. » Sa sœur Grazia lui fait écho. « Tu as eu tort de dire au revoir à Antonio. C'est adieu qu'il fallait lui dire. » Carmelia reste ébahie devant les paroles incompréhensibles de ses belles-sœurs. Assunta revient à la charge. « Tu ne reverras jamais Antonio. Quand un homme quitte une femme, c'est qu'il a une bonne raison. » Déjà, les 2 sœurs s'éloignent, tandis que Carmelia est toujours sans réaction. Après quelques mètres, Grazia s'arrête et lance « C'est Antonio qui nous l'a dit lui-même. Nous n'inventons rien. » De retour chez elle, Carmelia Di Stefano est effondrée. Antonio avait l'air sincère en lui disant qu'il acceptait cet exil pour elle, pour les enfants. Ce serait un mensonge. Il serait parti parce qu'il ne voulait plus d'elle. Carmelia Di Stefano n'a malheureusement pas plus de psychologie que son mari. Les 2 sœurs d'Antonio, plus âgées que lui et restées vieilles filles, n'ont pas admis son mariage. Elles ont tout de suite haï l'étrangère, l'intruse. Elles la haïssent de toute leur force. Et elle ne s'en est jamais rendue compte. Carmelia reste un mois accablée, prostrée. Mais au bout d'un mois, il y a le miracle. Une lettre et un mandat d'Antonio. Et il n'avait pas menti. Assunta et Grazia s'étaient trompées. Alors elles courent chez elles leur annoncer la bonne nouvelle. « Regardez, Antonio m'a écrit, il m'a envoyé un mandat. » Assunta et Grazia considèrent la lettre et le mandat sans rien dire. Elles se contentent d'un hochement de tête. Surprise de leur peu d'enthousiasme, Carmelia s'en retourne. Et encore une fois, elle a manqué de psychologie. Elle vient d'humilier ses belles-sœurs. Et elle a tout à craindre de leur réaction. Le soir même, 2 femmes vêtues de noir frappent à la porte d'un logis misérable de la banlieue de Naples. C'est une maison basse, sale, une maison où on n'entre pas sans raison. Une vieille femme sèche vient leur ouvrir. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Assunta prend la parole. « Nous avons besoin de vous, Maria Castellano. » Et elle ajoute à voix basse. « C'est pour un sort. Il s'agit de Carmelia Di Stefano. Il faut qu'elle meure. Envoûtez-la. » Grazia Di Stefano sort de sa poche un billet et un morceau d'étoffe. « Voici 5000 lire et son mouchoir. Je lui ai pris la dernière fois qu'elle est venue chez nous. » Bon, c'est d'accord. Je vais invoquer mon maître. Et les 2 sœurs Di Stefano s'en vont. Oui, Antonio aime sa femme.
Elles avaient espéré un instant que c'était pour la fuir qu'il était allé en Australie, mais Carmelia est venue leur jeter son mandat et sa lettre au visage. Tant pis pour elle, alors elle mourra. Car comme tout le monde dans ce quartier populaire de Naples, les deux vieilles filles croient au pouvoir de Maria Castellano. Ne dit-on pas que Satan vient lui rendre visite chaque nuit de pleine lune? Il existe au moins une personne qui doute de l'efficacité de ces envoûtements, c'est Maria Castellano elle-même. Une fois les deux sœurs parties, elle jette le mouchoir. 5000 lire, c'est bien. Mais les sœurs risquent de les lui réclamer quand elles verront que Carmelia tarde à passer de vie à trépas. Non, il y a sûrement mieux à faire. Et le lendemain matin, Carmelia Di Stefano reçoit la visite de Maria Castellano. En la voyant, elle a un mouvement de surprise et de peur. Que vient faire chez elle la sorcière? Celle-ci affiche une mine sinistre. Le malheur est sur toi, Carmelia Di Stefano. Carmelia reste interdite. Le pire des malheurs. Celui qui ne vient pas des hommes. J'ai jeté sur toi un sort de mort. Carmelia Di Stefano est devenue toute pâle. Elle sait bien que la sorcière a déjà invoqué le diable. On a murmuré son nom à propos de disparitions mystérieuses. Mais pourquoi moi? Que vous ai-je fait? Rien. Rien, j'ai agi parce qu'on me l'a demandé. Tu dois savoir la vérité. Ce sont tes belles sœurs qui sont venues me trouver. Dans l'esprit de Carmelia, il y a soudain un grand vide. Elle comprend enfin la réalité qu'elle s'était toujours cachée, sans doute parce qu'elle lui semblait trop laide. La haine, la formidable haine qu'ont pour elle Assunta et Grazia. Elle demande « Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour conjurer le sort ?» Maria Castellano sourit. Elle a réussi. Peut-être. Viens me voir demain. Le lendemain, la sorcière voit arriver Carmelia Di Stefano chez elle. Elle est livide, dans un état second. « Je vous en conjure, Maria Castellano, ne me faites pas mourir. Ce n'est pas pour moi que je vous le demande, c'est pour mes enfants. » J'ai déjà lancé le sort. Carmelia pousse un cri de désespoir. « J'ai pitié de toi. Je vais tenter l'impossible. Mais pour cela, je dois interroger mon maître. » Tremblante, Carmelia Di Stefano suit la sorcière dans la petite pièce sombre qui lui sert de chapelle pour messe noire. Blottie contre un mur, elle la voit remplir une coupe d'un jus noirâtre, y verser une poudre blanche, et pendant de longues minutes considérer la surface du liquide. Son examen terminé, elle se redresse enfin. Mon maître m'a parlé. Il consent à annuler le sort à condition que tu me donnes 6000 lire par mois. Mais si tu oublies une seule fois de me payer, tu mourras instantanément dans les pires souffrances. Mais c'est beaucoup trop, je ne pourrai jamais. C'est cela? Ou la mort pour toi et tes enfants élevés par tes belles sœurs. Tu choisis. L'horrible perspective emporte la décision de la jeune femme. Bien, vous aurez votre argent. Et Carmelia Di Stefano tient effectivement promesse. Tous les mois, elle apporte à la sorcière 6000 lire prélevées sur le mandat d'Antonio. Cela dure 4 ans. La belle et insouciante Carmelia vieillit prématurément. L'angoisse, le remords vis-à-vis d'Antonio, dont elle détourne une partie de l'argent et dont elle retarde par là même le retour, la mine chaque jour davantage. Assunta et Grazia, qui l'observent de loin, constatent son déclin. Au début, elles ont été surprises de ne pas la voir mourir de mort subite, mais elles ont fini par se dire que la sorcière avait choisi une mort lente, et elles sont satisfaites. Mais cela ne peut pas durer éternellement. Là-bas, en Australie, Antonio, qui travaille dur, demande, avec de plus en plus d'insistance, ce que devient l'argent qu'il envoie. Carmelia, dans ses lettres, fait des réponses évasives. Et le drame éclate en juin 1958. Carmelia reçoit au courrier une lettre qui, pour la première fois, n'est pas accompagnée d'un mandat. Carmelia, tu ne veux pas me dire ce que tu fais de l'argent que je t'envoie. J'ai l'impression que tu n'as pas très envie de me voir rentrer. Moi, je suis en train de réfléchir. La vie n'est pas si désagréable ici. Je ferais peut-être mieux de rester. Carmelia jette la lettre. Non, ce n'est pas possible. Elle ne va pas perdre Antonio. Elle n'a pas enduré ce cauchemar pendant 4 ans pour rien. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle ne sait pas quoi, mais il le faut.
Sans réfléchir, elle se précipite chez la sorcière. Maria Castellano la reçoit avec rudesse. « Qu'est-ce que tu veux? C'est pas le jour de payer ?» Carmelia a peur du diable. Mais le désespoir lui donne un courage dont elle se serait crue incapable. Elle n'a plus le choix. Elle doit faire face. « Je ne paierai plus. Plus jamais. » Un moment stupéfaite, la sorcière se met à éclater de rire. « Pauvre folle! Tu crois qu'on se débarrasse comme ça d'un pacte avec le diable ?» Elle lui prend le poignet. « Viens, suis-moi !» Encore une fois, Carmelia Di Stefano se retrouve dans l'antre de la sorcière. Elle devrait s'en aller, elle le sait. Elle a dit ce qu'elle devait dire. Mais elle reste. Elle se sent retenue par une force qui a effectivement quelque chose de diabolique. Maria Castellano a versé un liquide incolore dans une bassine. Elle en approche une allumette. Instantanément, une grande flamme bleue monte dans la pièce. La sorcière parle d'une voix sifflante. « Regarde bien, Carmelia Di Stefano. Ce sont les flammes de l'enfer où tu vas aller bientôt. Le diable est en toi, Carmelia Di Stefano. » Dans la tête de Carmelia, tout vacille. Ces flammes, cette odeur de brûlé, la vieille qui s'est mise à prononcer des formules cabalistiques. Oui, le diable est en elle. Elle agrippe la bassine, et avant que Maria Castellano n'ait pu faire un geste, elle lui en jette le contenu au visage. Il y a une cascade de feu, un cri inhumain. Là, contre le mur, le bidon d'où la sorcière a extrait le liquide. Carmelia le saisit et le vide sur la forme qui se tord à terre. Il y a une flamme gigantesque, et les cris cessent presque aussitôt. Alors Carmelia Di Stefano sort comme un automate et se rend chez les carabiniers. Le procès de Carmelia Di Stefano en octobre 1959 a fait les gros titres des journaux. Ce crime médiéval, dans la deuxième moitié du XXe siècle, avait effectivement de quoi passionner l'opinion. Carmelia est apparue au procès, tassée sur elle-même, comme étrangère à son propre sort. La prison, après les terribles épreuves qu'elle avait endurées pendant 4 ans, l'avait affreusement vieillie. Oui, cette femme avait souffert. Ce qu'elle avait fait, c'était pour ses enfants, pour son mari, qui était là dans l'assistance, car en apprenant le drame, Antonio était rentré d'Australie. Et tout cela, les jurés l'ont compris. C'étaient des habitants de Naples. La plupart connaissaient de réputation les victimes et comprenaient la situation dans laquelle s'était trouvée Carmelia, une situation intenable, dont elle n'avait peut-être pas d'autre moyen de sortir. Carmelia Di Stefano a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Les jurés ont estimé que, compte tenu de son état d'esprit au moment du meurtre, son geste n'était pas loin de la légitime défense. Et puis peut-être ont-ils pensé aussi que le diable y était pour quelque chose.